À mes côtés, la Comat est représentée par Mathieu Daubin, son président, et Michel Praffman, son vice-président avec son ordinateur. Bonjour Michel. Pour l'UCAMAT, qui représente bien sûr les courtiers d'assurance, Mathieu Berruyer à mes côtés. Vous êtes le président de l'UCAMAT. Rosa Seabra, vous êtes sa trésorière. Alors on verra qu'il y a des binômes aviation, Comat. On va croiser dans tous les sens, mais on va commencer par les chiffres du marché. Je me tourne vers Mathieu pour ses 52 slides en 3 minutes. Voilà, merci Cécile. Et j'ai réalisé que les chiffres sont très loin. Du coup, j'ai mes petites fiches et je mets une excuse par avance. On l'a aussi juste derrière Mathieu. Je ne vais pas me retourner, du coup, je vais les lire un petit peu. C'est l'exercice habituel de la présentation des chiffres du marché français. Alors, est-ce que je bouge bien les diapos? Pardon. Hop. Voilà. Pour commencer d'abord, l'ensemble marine, aviation, transport. Le marché a réalisé en 2024 2,4 milliards d'euros. C'est une croissance un peu en demi-teinte parce qu'il y a un côté effet de change euro-dollar, mais c'est quand même une croissance. C'est une croissance de 1,7%. Et ensuite, on va la décomposer côté marine et côté aviation dans les prochaines diapositives. Cette croissance à 2,4 milliards, elle se segmente de la façon suivante entre les 4 composantes de notre marché, c'est-à-dire l'assurance corps, qui reste le premier segment de l'assurance mat en France, l'assurance faculté, les marchandises transportées avec 37,2%, puis l'assurance aviation et l'assurance spatiale. On va venir dans le détail, côté marine et aviation, mais on voulait d'abord, dans un premier temps, vous présenter l'ensemble mat, un ensemble, encore une fois, qui est en croissance depuis 4 ans consécutifs. Voilà, maintenant on va aller marine, si vous voulez bien, Cécile. Alors, côté marine, vous savez, quand on présente les chiffres, on dit affaires directes, affaires acceptation, France et hors France. Donc les 2,4 milliards, c'est ce que les compagnies du marché français souscrivent, 2,4 milliards. Quand on regarde et on commente les statistiques, on le fait essentiellement sur ce que les compagnies et leurs branches françaises font seulement en France, car certaines compagnies du marché français consolident également leurs chiffres à l'étranger. Donc pour l'ensemble France, côté marine, on a encore 665 millions d'euros et en faculté, 783 millions. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que les corps, c'était numéro 1. Là, en affaires directes, acceptation France, c'est le contraire. Donc c'est aussi, comme vous le voyez sur cette slide, un marché qui a eu une très forte croissance de 10% encore, une croissance de 3% en marchandises transportées, ce qui fait une croissance de 6%. Cette croissance, vous le savez, elle est liée à plusieurs facteurs. Le premier facteur, ce sont des redressements tarifaires sur plusieurs années, 2022, 2023, 2024. Deuxième facteur, c'est les primes risque de guerre. Le contexte géopolitique a apporté un volume de primes assez important et on va peut-être aussi y revenir après, Mathieu, si tu veux bien. Et ensuite, c'est aussi, et peut-être l'argument le plus important, c'est un signe de l'attractivité de notre marché français où on a été capable de développer avec l'ensemble des opérateurs de nouvelles affaires sur le marché français. Alors, la conséquence de l'attractivité du marché, quand un marché est en croissance, ça attire de nouveaux capitaux. Les nouveaux capitaux investissent dans de nouvelles capacités et puis du coup, on a un cycle qui est en train de baisser. Mais ça, vous le savez tous. Alors, peut-être un peu de contexte, et comme ça on pourra discuter tous les deux, Mathieu, sur l'environnement maritime. Le transport maritime, vous le savez, c'est la colonne vertébrale du commerce et on a connu ces dernières années et particulièrement en 2024 plusieurs préoccupations. La première, qui est illustrée ici, c'est le géopolitique. Vous l'avez écouté ce matin avec l'intervention de Thomas Gomard. L'environnement géopolitique est lourd. Voilà. Mer Noire, Mer Rouge, Suez, Bab el-Mandeb, aujourd'hui Hormuz. C'est un environnement dans lequel on doit être fier d'avoir été extrêmement résilient. Il y a toujours eu une capacité, on a toujours été capable d'offrir des risques de guerre et de permettre la liberté de la circulation des marchandises à travers des zones de risque de guerre. Mais c'est quand même une préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est une préoccupation économique.
Vous l'avez vu, il y a une préoccupation de court terme, c'est le cycle, les tarifs, le protectionnisme, mais peut-être plus sur le long terme. On voit des phénomènes à la fois, vous savez, c'est les 4 D que souvent les économistes se réfèrent. Il y a un D, c'est la déglobalisation, l'autre D, c'est la démographie qui baisse, le 3e, c'est les effets de la décarbonation, et le 4e que j'ai oublié, le 4D, c'est la digitalisation, qui a aussi un effet sur le long terme. Donc économiquement, on a le sentiment à la Comat, et ce qui est partagé avec l'AYUMI, c'est qu'on est sur un marché qui a été extrêmement haussier après Covid, et on est peut-être sur un marché qui va être baissier, non seulement qui va être baissier parce que le sous-jacent, ce qu'on assure, baisse, mais il va être baissier aussi parce qu'il y a une concurrence extrêmement forte. Ça, c'est pour l'environnement de l'assurance marine. Les résultats techniques. Alors souvent on nous dit, mais alors oui, mais alors tout ça, en termes de résultats, combien ça fait? Et vous allez bientôt peut-être voir la publication que France Assureur réalise chaque année, qui est publiée, Jean-Paul, je crois, en juin ou en juillet. Alors là, vous avez des résultats qui sont exprimés qui sont ceux de l'AYUMI. En commençant par les corps. Bon, les corps, vous savez, l'assurance maritime dans le monde, c'est 39 milliards. L'assurance corps dans le monde, c'est 9 milliards. L'assurance corps en France, c'est 665 millions. Ça nous fait le 5e marché. Le marché corps a eu une année extraordinaire 2024. Vous le savez, il y a eu un record en construction, on assure à peu près 44 000 navires dans le monde, les valeurs augmentent, donc tout ça, c'est plutôt bon. La sinistralité n'a pas été extraordinaire, il y a eu des sinistres risques de guerre, mais il y a eu aussi un des sinistres les plus importants de l'histoire maritime, le Dali, qui n'a pas été encore réglé, c'est la collision de ce porte-conteneurs dans le port de Baltimore. Quand on regarde les loss ratios, on observe qu'on a 3 ans de redressement tarifaire extraordinaire, puisque 2022, 2021, 2022, 2023 s'inscrivent dans des loss ratios de 60%. Alors que 2024, on est déjà à 70%. Alors vous allez dire 60%, ça paraît très profitable. Je vous rappelle qu'on ajoute aux 60% les frais généraux qui sont les commissions, la distribution, donc il faut rajouter à peu près 30 points. Donc ce qui ferait des combines entre 90 et 95. Je pense qu'il faut s'en féliciter. L'assurance corps a récupéré les marges dont elle avait besoin pour payer ce type de sinistre majeur. Sinistre risque de guerre, sinistre comme le Dali. Ça, c'est pour l'assurance corps. Pour l'assurance faculté, toujours, 39 milliards dans le monde, 22 milliards pour les facultés, la France, 783 millions. Donc ça nous fait le 7e marché à peu près en termes de facultés. Alors, on a tendance à regarder les facultés. Alors, on a essayé d'illustrer avec cette courbe-là en bas à gauche, où on voit d'une part les statistiques du commerce international, donc de l'OMC, sur les valeurs, les volumes, et on essaie de montrer une corrélation entre les primes d'assurance collectée et ces valeurs et ces volumes. Et vous voyez, en fait, il y a une sorte de parallélisme des courbes. Je ne les vois pas très bien d'ici, mais vous voyez ce rouge-bleu, mais c'est assez. On a eu, pareil, un rattrapage très fort, en fait, des primes. Après un cycle très bas pendant plusieurs années, on a enfin pu avoir un redressement très fort, qui fait que la moyenne européenne était à 60%. Et que probablement ces dernières années, la moyenne européenne est un peu en dessous de 60%. Là aussi, il faut ajouter entre 25 et 35 points de frais généraux et distribution pour avoir un combine ratio. Donc là encore, un commentaire plutôt positif, même très positif, de redressement des marchés, redressement qui était nécessaire après les années très difficiles, nécessaire parce que on est là pas pour couvrir de la fréquence, on est là surtout pour couvrir des sinistres majeurs qui soient géopolitiques, catastrophes naturelles ou alors de type de collision. Voilà pour un bref rappel des statistiques du marché. Mathieu, je ne sais pas si tu veux faire un commentaire avant que je passe. Oui, peut-être juste un commentaire. La raison pour laquelle je ne suis pas venu l'année dernière, c'est parce qu'à chaque fois, je suis invité à une table ronde avec Mathieu et il dit tout. Et moi, j'ai plus rien à dire. Donc,
Mathieu, c'est parfait, très bonne présentation, on est heureux. Je suis moins bien l'outil que vous, hein, Mathieu. Pardon ? Je suis encore moins bien l'outil que vous, Mathieu. C'est vrai, ouais. Au nom de tous les courtiers, on ne peut que se féliciter des résultats de ce marché. Très bien résumé dans les temps par Mathieu. Les primes montent, les résultats sont bons, que de bonnes choses. Nous, notre point de vue est toujours le même. Continuons, progressons, avançons, faisons croître et grossir ensemble ce marché qui est peu connu, comme je le disais dans cette délicate intervention juste avant que j'arrive sur scène. Comme je le disais, l'un des 6e ou 7e marchés mondiaux, suivant qu'on parle de faculté ou de corps, 6e ou 7e place mondiale. Il n'y a pas tant de secteurs d'activité dans l'économie française où on peut se targuer d'avoir cette position. Et on n'arrive pas suffisamment bien, me semble-t-il, à l'exprimer, même si cette manifestation est la meilleure des illustrations de la montée en puissance de ce marché, de la position de ce marché, de la présence de chacun d'entre vous. Donc je pense qu'il faut continuer à capitaliser là-dessus, d'autant plus que les résultats sont bons. Alors quand en plus les résultats sont bons, nous courtiers, nous allons tous nous engouffrer pour vous apporter plein d'affaires, en espérant que vous en souscrirez autant qu'on vous en apportera. Ouais. Voilà pour ces petits commentaires très rapides. Il y en aura peut-être d'autres, mais voilà. Si on parlait un peu aviation, Michel. Oui, volontiers. Pardon, tiens, je vais prendre la... Merci Mathieu. Donc côté aviation, des chiffres qui ressortent également de l'enquête de France Assureur. Donc lorsqu'on combine toutes les branches, on fait un paquet sans distinction, on observe une faible croissance des volumes de primes, à peine significative, inférieure à 1%. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le marché français représente à peu près un peu moins de 600 millions d'euros de primes dans toutes ces composantes. Maintenant, l'analyse doit se faire par spécialité, puisque les tendances sont différentes, parfois même être complètement opposées en fonction des différentes spécialités. D'ailleurs, Rosa va vous rappeler quelles sont ces spécialités si jamais vous ne les avez pas toutes en tête. Oui, alors en fait, au sein de la branche aviation, vous avez 4 segments ou spécialités. La première, ce sont les compagnies aériennes. La deuxième, ce sont les constructeurs. Ensuite, vous avez l'aviation générale, comme vous pouvez le voir. Et la quatrième est le spatial. Alors, les compagnies aériennes, le nom est assez explicite. Les constructeurs regroupent aussi les réparations, les produits, les aéroports également. L'aviation générale, ce sera finalement les appareils qui n'entrent pas dans la catégorie des compagnies aériennes. Donc vous allez avoir tous les appareils d'aviation légère, les ULM, les drones, tous les appareils de moins de 50 sièges en gros. Et le spatial, bien sûr. Donc pour les chiffres, vous observez, moi je vois rien d'ici, mais bon, j'avais révisé avant, vous observerez que en fait l'aviation générale est la seule des branches qui a augmenté dans les spécialités aviation. Elle reste la plus petite des branches sur le marché français, représente à peu près 17%, mais sa croissance a suffi à faire un peu mieux que compenser la baisse des compagnies aériennes, des airlines et des constructeurs, ce qu'on appelle aerospace dans notre jargon. Donc la croissance ou la stabilisation des niveaux de primes est surtout due à l'aviation générale. Et d'ailleurs, Rosa va vous parler un peu plus longuement de l'aviation générale dans les planches à venir. Alors pour avoir une perspective sur notre marché, on ne peut pas rester uniquement hexagonal. C'est un impératif que d'avoir une vision mondiale de l'ensemble de nos activités. Donc si on doit donner un chiffre global au niveau du marché mondial, le chiffre à retenir, c'est 8 milliards. Et maintenant, comment se composent ces 8 milliards? C'est ce qui est illustré là. Vous observerez que la majeure partie, c'est l'aviation générale, donc c'est pas du tout pareil qu'en France. Et comme Rosa vous le détaillez, c'est lié à la contribution majeure d'un pays, enfin les États-Unis, qui à eux seuls représentent largement plus de la moitié, voire même 60% de la prime d'aviation générale. Le secteur le mieux connu du domaine aviation, ce sont les compagnies aériennes, les airlines, qui représentent en prime brute
annuel un peu moins de 2 milliards de dollars. Et puis, il y a la spécialité aérospace combinée avec les aéroports qui représente à peu près le même volume. Et puis, une spécialité dont on a parlé ce matin, mais qui n'est pas dans les statistiques de France Assureur, parce que, comme Christophe Graber vous l'a rappelé ce matin, nous ne sommes pas actifs dans le domaine de l'aviation en domaine de risque de guerre. Donc ce marché devient significatif, alors que pendant des années, il était assez marginal, avec à peine 100 millions de dollars de primes. Et là, sur l'année 2024, il a représenté environ 1 milliard de dollars. Donc c'est un changement majeur qu'il faut relever. Concernant l'assurance spécialité Airlines, donc lorsque on observe au niveau du marché mondial les niveaux de primes et de sinistres, on observe une érosion du niveau de primes et puis une volatilité qui reste sur les niveaux de sinistres. Donc là, il s'agit des résultats de l'année calendaire 2024 et il ne vous a pas échappé qu'au début de l'année, des sinistres majeurs ont frappé ce marché et jettent une ombre considérable sur la possibilité de réaliser des résultats positifs au niveau du marché mondial dans le domaine aviation. Et comme en marine, le loss ratio ne suffit pas à comprendre si un marché une spécialité va être rentable ou pas. Il faut intégrer tous les commissionnements et frais, et donc ça se traduit par un ratio combiné qui se doit d'être inférieur à 100%. Et ce n'est pas gagné tous les ans sur la base du retour d'expérience des années précédentes, comme vous pouvez l'observer. En ce qui concerne les tendances de l'industrie, donc ce qu'on appelle le sous-jacent, enfin ce qui est quand même notre matière première, sur l'année 2024, le niveau le niveau de risque mesuré en accidents par million d'heures de vol était un peu supérieur à celui des années précédentes. En fait, c'est le plus élevé des 5 années précédentes, mais il reste malgré tout très très bas. Donc le transport aérien, malgré les accidents qui font la une des médias, et c'est normal, reste un mode de transport extrêmement sécurisé. Autre tendance de fond remarquable, l'augmentation du nombre de passagers. Elle a été d'environ 10% en 2024 par rapport à 2023, et on voit que cette tendance se prolonge, même si ça se ralentit dans les prévisions des années à venir. Et cette augmentation, elle est très inégale en fonction des zones géographiques. Ce n'est pas une augmentation qui est portée par l'Europe ou l'Amérique du Nord, c'est essentiellement l'Asie. Autre élément important en perspective pour le secteur des compagnies aériennes, la trajectoire de décarbonation, celle qui doit permettre, selon les plans de l'OACI, l'Organisation internationale du transport aérien, d'atteindre la neutralité carbone. Donc je ne vais pas m'étendre sur le détail du graphique, mais gardez en tête que cet objectif doit pouvoir être atteint en s'appuyant sur 4 grandes catégories. D'une part, l'amélioration de la technique, c'est-à-dire les nouveaux appareils, les nouveaux modes de propulsion, les appareils qui sortent actuellement des chaînes et qui sont livrés par Airbus et Boeing ont 20-30% de performance, d'efficacité, de performance améliorée par rapport aux générations précédentes. Deuxième catégorie qui est moins importante mais qui fait l'objet malgré tout d'un effort soutenu sur l'optimisation des opérations, la navigation aérienne, il en a été question dans notre table ronde précédente. L'élément majeur, c'est la disponibilité des SAF, des carburants de synthèse, produits à partir de sources décarbonées. Bon, là c'est un vrai défi, c'est un défi industriel majeur, mais c'est même un défi sociétal, puisque les niveaux de production d'énergie décarbonée et d'électricité décarbonée à atteindre sont extrêmement importants. Et puis la dernière composante qui sert de variable d'ajustement et qu'il ne faut pas négliger, c'est celle de la captation et de l'enfouissement du carbone. Pardon, oui. Comment vous voyez l'année 2025 ? On voit bien ces tendances. Oui. Comment on a vu les bons résultats de l'année. Comment est-ce que vous voyez l'année 2025 ?
Sur les résultats du marché aviation, c'était ma remarque sur la sinistralité du début de l'année, du premier semestre. A priori, c'est quand même pas super bien embarqué pour l'instant. Bon, faut attendre de voir la suite. Bon, c'est un marché qui est par nature volatile, nous le savons tous, et l'exercice 2025 avec les sinistres de haut profil dont on ne connaît pas encore la nature, les commissions d'enquête n'ont pas livré leurs résultats, et en fonction d'ailleurs des scénarios, ça peut produire des effets sensibles sur le niveau de sinistralité qui sera indemnisé. Très rapidement sur le domaine aérospace qui concerne donc les constructeurs et les aéroports pour l'essentiel. Donc vous avez sous les yeux les graphes et vous avez sous les yeux l'année tout à fait exceptionnelle de sinistralité qui a affecté le marché et qui s'est accompagnée d'un rebond tarifaire significatif. Ce rebond tarifaire se maintient actuellement, malgré le fait que la sinistralité soit revenue à des niveaux un peu plus acceptables et digestes pour le marché. Maintenant, les accidents industriels qui ont donné lieu à ces niveaux de sinistralité extrêmement élevés, il faut être conscient qu'ils peuvent se reproduire à n'importe quel instant. Et donc la spécialité aérospace elle-même est soumise à ses propres éléments de volatilité. Ceci dit, c'est une spécialité qui conserve des fondamentaux excellents puisque la demande en livraison d'avions neufs est très élevée, les commandes des constructeurs sont archi saturées. D'ailleurs, les constructeurs peinent à livrer aux cadences attendues par les clients. Les problèmes de fournisseurs. Pour un avionneur, le retard de livraison d'une pièce tout à fait banale, je ne sais pas, un élément de siège, peut retarder la livraison de l'avion entier. Il faut avoir toutes les pièces. Or, sur certains sous-éléments, il existe une vraie pression sur les fournisseurs pour qu'ils tiennent leur délai. Donc la croissance est forte, elle doit être maintenue et les besoins d'amélioration sur la décarbonation vont continuer à appeler à une croissance durable probablement des livraisons des constructeurs. Encore faut-il qu'ils puissent livrer aux cadences attendues. Je vais donner la parole maintenant à Rosa pour parler de l'aviation générale. Tout à fait. Alors, comme vous le voyez ici, donc vous avez le niveau des cotisations mondiales. Et donc, on peut voir que sur le total, les Américains représentent 60% des primes avec environ 2 milliards sur les 3 milliards au total. L'Europe, c'est la deuxième région en termes de primes, comme vous le voyez sur le graphique. On peut peut-être passer directement. Et la France est le premier de... Oui, et la France est la première place, le premier marché en aviation générale. Là, vous avez un graphique qui vous présente les livraisons d'appareils donc en aviation générale, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est des appareils plutôt de petite taille. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Donc, on voit les 4 types de motorisation, les appareils avec des moteurs à piston, les turbopropulseurs et les hélicoptères qui sont plutôt à la hausse. Alors que les jets, c'est plutôt stable. Donc on voit que les perspectives sont plutôt bonnes, hein, avec plus d'appareils livrés dans le futur dans cette catégorie aussi d'avions. Plutôt des bonnes perspectives. Et l'importance des choix du régulateur, hein, évidemment. Et effectivement, donc, pour ce segment-là, les cotisations peuvent être influencées aussi par les politiques et les choix des régulateurs. Ça peut influencer effectivement dans certaines régions le développement, donc l'Afrique par exemple, ou au contraire au niveau des restrictions, comme c'est le cas en Europe actuellement. Alors un dernier mot, pardon, sur le spatial, hein, très rapidement. Donc le spatial, qui est une branche qui est en phase de rémission, puisque l'exercice 2023 a été catastrophique en termes de sinistralité. D'ailleurs,
le niveau de sinistralité pourrait encore se dégrader avec des expositions, des dossiers en cours. Fort heureusement, l'exercice 2024 est beaucoup plus favorable en retour d'expérience vu à ce jour, mais nous ne sommes pas à l'abri. Mais la principale inquiétude, c'est le niveau des primes qui, comme vous le voyez, est resté assez bas et a été plutôt orienté à la baisse, malgré ce qui n'apparaît pas encore dans les graphes, une remontée tarifaire extrêmement importante à l'occasion d'une réduction très très forte du niveau de capacité disponible sur le marché. Plus de la moitié de la capacité a disparu au cours des 18 derniers mois à la suite de ces sinistres majeurs. Donc le spatial continue, évidemment, et continuera. C'est un secteur stratégique. Maintenant, le secteur de l'assurance spatiale est lui-même soumis à des défis importants qui résultent des défis de l'activité industrielle elle-même. Ces défis à relever sont la conséquence de l'influence des méga-constellations. La principale d'entre elles, Starlink, que chacun connaît, a des effets extrêmement déstabilisants sur non seulement les opérateurs, mais également sur la construction de satellites, avec des regroupements industriels, des fusions qui ne devraient pas tarder à se matérialiser. Un mot peut-être sur les travaux des comités, Mathieu. Voilà, alors, vous savez, les comités, donc, je vous rappelais, Cécile, le COMAT, et pas la COMAT, le comité. Oh, je ne suis pas la seule à m'être trompée, oui, vrai, rien que sur cette scène. Ça sonne mieux la COMAT, mais on est passé d'une commission. Je vais faire très attention. Mais... On est passé d'une commission chez France Assureur à un comité, mais c'est pas qu'un comité, COMAT, c'est plein de sous-comités, des comités aviation, des comités spatial, comités corps, comités faculté, comités administration. Et chaque année, je vous invite à participer à ces comités. On a besoin de renouveler ces comités. On existe parce que on travaille ensemble et qu'on a des gens qui s'engagent aussi bien dans les comités assureurs. Je suis sûr que Mathieu aura un mot pour les comités courtiers. Bon, je conçois un petit peu du temps et puis vous avez tous envie d'aller à l'Interallié. On a listé rapidement quand même les travaux qui ont été faits. Je ne vais pas les lire, vous les avez là et vous aurez sûrement les diapositives. Mais il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait quand même dans la mise à jour de clauses additionnelles facultés. Également dans les conventions spéciales, garanties, étendues, waterborne. Il y a un an, on s'était penché sur des solutions de gestion pour la mer Rouge, notamment en conteneurs. Donc c'est des solutions que je vous invite peut-être à relire à la lumière de l'actualité d'hier, car on va passer, c'est certainement, et je ne veux pas... suivez voilà, vos emails, mais on va se poser certainement la question de la mise en place de telles garanties pour le détroit d'Ormuz bientôt. Ensuite, encore très rapidement, peut-être un travail qui a été très important, qui a été mené par le comité corps pour avoir un modèle unique de présentation des affaires corps. Vous savez, on a un marché en coassurance avec beaucoup d'opérateurs. On a tendance à faire un peu le travail différemment les uns des autres. Et il y a eu un travail d'uniformisation assez important. Et je voudrais vraiment remercier ceux qui ont travaillé à ça. Et j'espère que ce modèle pourra être utilisé rapidement sur notre marché. Et puis, bon, encore une fois, là, on a listé la poursuite de nombreuses nouvelles clauses, clauses que vous verrez aussi sur les différents sites internet de nos marchés. Voilà pour les comités marines. Peut-être que tu veux en parler deux, trois mots sur le comité. Oui, deux, trois mots. Alors, les comités aviation, d'abord pour dire qu'ils sont extrêmement suivis. L'ensemble des acteurs de la place de Paris y participent. Alors je ne vais pas passer en revue tous les sujets qui sont traités et en aviation et en spatial, mais juste à rappeler que
Ces travaux, ils sont suivis parce que chacun comprend l'intérêt pour l'ensemble des acteurs de la place de Paris que d'avoir une approche collective, intelligente, pour faire progresser notre place, pour améliorer notre offre et pour, c'est aussi notre tendance, associer nos apporteurs, nos courtiers à ces réflexions pour arriver à mettre en place des solutions. Et donc je laisse Rosa donner son ressenti à ce stade. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une collaboration entre les acteurs et les courtiers du marché aviation et qui est très bénéfique pour tout le monde et très appréciée. Regardons justement du côté de l'UQAMAT, un petit point sur cette année et puis sur vos projets en cours. Alors côté UQAMAT, même si on a l'habitude de dire qu'on ne fait pas toujours la meilleure soupe dans les vieux pots, pas de pot, je viens d'être réélu pour 3 ans et donc nous allons poursuivre notre route au niveau de l'UQAMAT aux côtés du COMAT, pas de la COMAT, aux côtés du COMAT, sur tous ces comités dont Mathieu vient de rappeler l'existence, avec un certain nombre de travaux en cours, avec d'autres à venir, avec cette volonté d'aller toujours davantage vers ce marché Paris-Mat et vers l'ouverture le plus largement possible de ces domaines de spécialité vers l'aviation. Il ne vous a pas échappé que nous avons ouvert largement vers l'aviation ce soir. Et donc nous allons poursuivre également dans d'autres secteurs. Mathieu évoquait les Fine Art and Species par exemple, et je pense qu'il faut qu'on continue à travailler dans ce marché des spécialités, avec ce marché performant et avec des perspectives bien évidemment dans les mois à venir, dans les semaines à venir, suite à ce qui s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc oui, beaucoup de comités qui restent actifs, et donc avec un petit peu plus de temps, je vais m'atteler à associer et à ramener au sein de l'UQAMAT toutes les forces vives nécessaires pour travailler au plus proche de nos amis assureurs maritimes et aviation sur les sujets en cours. On va bientôt se diriger vers l'interallié, en effet, vous l'avez dit Mathieu. Un mot de conclusion? Alors, certes, il y a une multitude de crises, mais notre marché est dynamique. Car enfin, l'économie du maritime, de l'aviation, du transport se conjugue avec l'assurance. Il n'y a pas de navire qui navigue sans assurance, comme il n'y a pas d'avion qui vole sans assurance. J'ai un mot que j'aimerais bien reprendre, c'est qu'il n'y a pas de fatalisme en fait. L'assurance, elle est là pour indemniser, elle est là aussi pour prévenir. Et on est dans des métiers qui sont extraordinaires. Je pense que vous nous écoutez tous, on est tous passionnés, vous êtes tous passionnés par votre industrie. Et je souhaiterais qu'on puisse communiquer davantage ce dynamisme, cette passion, pour faire venir de nouveaux talents. On a besoin de talents à l'UQAMAT, à la COMAT, chez les assureurs, chez les courtiers. Voilà, donc communiquez votre passion. Michel, un mot de conclusion? Alors moi, je ne peux qu'accompagner ces sages paroles de la part de Mathieu et avoir un message d'optimisme également pour nos spécialités, avec des compétences qui, sur le marché français, sont reconnues comme étant parmi les meilleures au monde. On ne va pas dire les meilleurs, mais enfin, en tout cas, on peut être fier de l'ensemble des compétences rassemblées au niveau du marché français et chez les assureurs et chez les courtiers. Et puis des perspectives de croissance. Je vais juste rappeler ce que Christophe Grabert soulignait ce matin. La perspective de traiter les risques de guerre également sur le marché français, ce qui est aujourd'hui une lacune. Donc on a aussi de l'espace pour se développer et pour compléter l'ensemble de nos compétences. Rosa, votre message fort? Oui, moi je suis ravie d'être au sein de l'UQAMAT et de représenter l'aviation, le marché français également, et j'espère que nous pourrons donner plus d'attractivité encore à la place de Paris pour ces branches. Mathieu, ce sera le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, effectivement, de nombreuses opportunités de nous exprimer tous ensemble, de nous exprimer pas seulement côté assureur, côté courtier, on le dit depuis de nombreuses années, Paris-Mat c'est aussi cela, c'est le rassemblement de tous ces talents au sein d'une même force vive et au sein d'un même service commun. L'actualité va nous donner l'opportunité de nous exprimer dans les prochains jours. Je pense que tout le monde, y compris nos clients assurés, vont avoir
participer à cette réflexion et à cette valeur ajoutée de haut niveau dans nos marchés de spécialité. Et puis, Cécile, si vous me permettez, je voulais juste terminer en présentant à cette salle ce soir le nouveau président de Planète CSCA, donc le syndicat des courtiers français, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, Jean-François Cousin, donc est parmi nous. Jean-François, si tu veux bien te lever pour que tout le monde te voie, et n'hésitez pas à rencontrer Jean-François ce soir. Un signe fort de sa part, il a été élu il y a 3 semaines et il est déjà parmi nous aujourd'hui pour s'intéresser plus particulièrement à nos domaines d'activité. Merci Jean-François de ta présence et voilà pour ce petit mot de la fin. Merci Jean-François, merci à vous 4, merci à tous. C'est en effet... Alors, Pascal est prêt à sauter. D'abord, je pense que vous pouvez applaudir les intervenants de cette table ronde. Et j'allais vous dire maintenant que vous êtes attendus très prochainement, je vous le rappelle, donc au Cercle de l'Union Interalliée. Je pense qu'on va nous rappeler l'adresse exacte. Je me permets de vous rappeler aussi qu'il y a un dress code si jamais vous étiez venu un peu cool aujourd'hui. Ça devrait s'afficher, voilà.